Les empereurs sont véritablement les pires démons des mers et ce chapitre le prouve encore une fois très bien. Shanks refait son apparition pour s'occuper de Bartholoméo suite à l'affront du chapitre 875 et ne fait aucun cadeau au plus fidèle des alliés de Luffy en anéantissant son navire en pleine mer. Teach à son tour apparaît également en rentrant sur la ruche, constatant les dégâts provoqués par le Sword tout en se réjouissant du nouveau prisonnier Garp que son équipage a réussi à capturer. Le héros de la marine est bien vivant et Barbe Noire sait déjà comment l'utiliser. Quant à Luffy, une partie de l'équipage dont lui et le Sunny ont disparu en pleine mer et se réveillent dans une étrange pièce cachant bien des mystères. Vous l'aurez compris, ce chapitre nécessite encore une fois une bonne dose d'analyse et de théorie. Alors yo les bros, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette review. Alors d'après vous, qui a bien pu capturer l'équipage? Où se trouve-t-il actuellement? Répondez-y en commentaire dès maintenant et voyez si vos idées rejoignent les miennes. Je vous invite à laisser un j'aime à cette vidéo pour m'apporter un grand soutien gratuitement et bien sûr comme d'habitude vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines parutions. On se retrouve ce soir pour un live sur ce chapitre vers 20 h sur Twitch et désormais ne perdons pas plus de temps, commençons cette review. Nous retrouvons les Mugiwara sur le bateau des géants d'Elbaf où la fête va de bon train comme d'habitude avec Luffy. Et si cette première partie n'est pas la plus palpitante du chapitre, nous apprenons tout de même comment Oimo et Kashi ont récupéré Dory et Brogy sur Little Garden. Les deux géants se battaient au point suite à la destruction de leurs armes pendant leur Hakoku sur le poisson géant mangeur d'îles justement pour sauver les Mugiwara il y a plus de 2 ans maintenant. Un duel à mort chez les géants ne pourra jamais se finir au point, voilà pourquoi Oimo et Kashi sont parvenus à raisonner leur boss de revenir à Elbaf, récupérer de nouvelles armes et ainsi de continuer leur combat. En tout cas, ils sont plus déterminés que jamais à finir ce qu'ils ont commencé il y a une centaine d'années, ce qui va bien au-delà de la compréhension de Nami qui avait d'ailleurs l'air d'avoir très soif. La fête bat son plein, l'alcool coule à foison et on va se conserver une partie de ce début de chapitre pour en parler plus tard car la disparition des Mugiwara pourrait avoir un lien avec cette fameuse absinthe et ses effets hallucinogènes mentionnés par l'un des géants du navire. Sur une note plus douce, nous retrouvons pour la première fois depuis longtemps un peu de sérénité avec Bonnie dans les bras de Kuma, ce dernier souriant malgré l'état physique et psychologique catastrophique dans lequel il se trouve. Alors c'est beau, c'est mignon, ça fait chaud au cœur mais putain personne n'est foutu de le soigner, ni Chopper avec sa médecine, ni Lilith et ses compétences scientifiques ne se sont dit « Oh bah tiens, si on aidait celui qui nous a déjà tous sauvé la vie au moins 3 fois, si on lui faisait un brin de toilette avant de manger ?» Non, mais gars, on est où là? Depuis quand les Mugiwara réagissent comme des connards comme ça? Non, alors pour bouffer t'inquiète pas, hein, ils sont à l'heure. Hein. Mais alors pour respecter leur sauveur là, il y a absolument plus personne. Bref, vous savez quoi? Bien fait qu'il se soit fait capturer, c'est le karma. Allez, on passe à la suite. On y reviendra plus tard de toute façon. Cette suite se passe à Galter Island, une île à l'architecture d'ailleurs très ressemblante à Karaibari, le QG de Baggy et de la Cross Guild. Ce n'est pas de cet empereur là dont il est question aujourd'hui, non, c'est de Shanks le Roux qui s'occupe enfin d'un des plus grands affronts qui a pu lui être fait récemment. Mini-aventure de la flotte de Luffy, cover du chapitre 875, Bartholoméo et son équipage ont brûlé le drapeau de Shanks le Roux sur un de ses territoires pour vendre leurs goodies des Mugiwara. Et c'est pas fou. Évidemment, cette action n'aurait pu rester impunie et au chapitre 1054, tout juste après que Shanks ait fait fuir Ryukugyu de Wano, il se décida de s'occuper de Bartholoméo et des actes qui entachent la réputation de Shanks. Aujourd'hui, nous apprenons que les événements du chapitre 875 ont eu lieu il y a plus d'1 mois et Bartholoméo s'apprête à en payer les conséquences et pas qu'une fois. Shanks lui explique très justement que le symbole d'un Jolly Roger a assez de puissance pour protéger ses alliés. Ce que Bartholoméo a fait, c'est justement de mettre en danger ses amis. Et on sait à quel point Shanks tient à cœur de protéger ses amis ainsi que les plus faibles et les opprimés. Preuve en est avec sa flotte près d'Elbaf au chapitre 1079, tous étaient fragiles, peu farouches, tout en sachant qu'ils dépendaient beaucoup de Shanks. Pour se faire pardonner, Bartholoméo se voit être confié d'une mission, faire boire à Luffy d'ici les 30 prochains jours un poison mortel qui lui causera une douleur atroce menant à la mort. Heureusement, la loyauté de Bartholoméo envers Luffy est indéfectible et sans faille et il décide de lui-même prendre la responsabilité de ses actes, de boire le poison pour finalement se rendre compte que ce n'était qu'un faux et qu'il s'agissait là plus d'un test de loyauté qu'autre chose. Alors grande surprise, Bartholoméo et son équipage ont pu reprendre la mer sans grande conséquence, Shanks étant plus gentil que ce qu'il pensait. Malheureusement, le monde de la piraterie est cruel comme l'a très bien dit Lukiru. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ainsi, Yasopp abat le bateau de l'équipage de Bartholoméo en pleine mer, laissant le sort de leurs passagers inconnu.
Non mais en vrai, si Shanks avait un TDI, un trouble dissociatif de l'identité, non mais un moment tu le vois œuvrer pour Luffy, un autre tu le sens opposé à ce dernier, il laisse la vie sauve à un de ses plus fidèles alliés pour finalement ne voir plus aucun problème à limite le tuer après l'avoir laissé s'échapper. Comment sommes-nous censés comprendre ce personnage et ses actes? Comme d'habitude, pour moi dans ces cas-là, il n'y a pas qu'une seule possibilité, il n'y a pas qu'une seule explication possible. Shanks aurait été obligé d'attaquer et de vaincre Bartholoméo pour sa réputation, mais va quand même l'aider, voire même le recueillir en scred. Ça paraît un peu extrême, mais pour garder la face, il devait prouver au monde que personne ne touche à un de ses territoires, peu importe de qui il s'agit, car seule la mort les attend. Toutefois, pour la loyauté dont il fait preuve envers Luffy, Shanks récupérerait Bartholoméo et le forcerait même à rejoindre sa propre flotte. Bartholoméo deviendrait sûrement contre son gré un sbire de Shanks plutôt que celui de Luffy. Ouais, bon, l'autre possibilité est donc la partie sombre de Shanks qui avait vraiment l'intention de le tuer. Cette leçon était une véritable intention de détruire Bartholoméo et l'affront qu'il a pu lui faire. Dans les deux cas, il est encore une fois évident que Bartho n'est pas mort, qu'il a pu se protéger lui et son équipage grâce à son Bari no Mi avant que le bateau n'explose, mais ça ne change absolument rien aux actes de Shanks qui sont toujours très difficiles à cerner tant ils sont à double tranchant. Contrairement à la sortie du chapitre 1054 où là son désir de récupérer le One Piece m'avait vraiment fait réaliser qu'on ne connaissait pas ses réelles ambitions, aujourd'hui je suis tout de même plus convaincu qu'il n'est ni mauvais ni méchant. Mais quand même, on ne peut jamais être trop sûr de rien dans One Piece. Et si Shanks n'était pas celui qu'on croit, et si le poison qu'il avait donné à Bartholoméo n'était en réalité efficace que sur Luffy, expliquant pourquoi il n'a pas eu d'effet sur lui. J'aime bien avoir ce doute, ça donne toujours un petit peu plus de piquant au scénario. En tout cas, je ne vois vraiment pas comment Luffy pourrait réagir positivement en apprenant cette nouvelle. Comment pourrait-il continuer d'idolâtrer Shanks alors que ce dernier aurait tenté de tuer l'un de ses plus fidèles alliés? Ouais, finalement, c'est peut-être ça le plus intéressant dans cette histoire. La réaction de Luffy, pouvons-nous l'imaginer être du côté de l'un ou de l'autre? Blâmera-t-il Shanks ou Bartholoméo sans trahir l'un ou l'autre? Eh bien, écoutez, attendons bien sagement que la nouvelle l'atteigne à travers un journal et nous saurons peut-être mieux comment réagir à ce moment-là. Direction la ruche, mais cette fois-ci avec l'équipage de Barbe Noire au complet, ou presque. Seul Lafitte est manquant, mais pour la première fois depuis le tout début de l'arc Zou, il apparaît enfin. Il se trouve actuellement au port maritime de Umit, l'un des empereurs de la pègre, introduit avec la Tea Party de Big Mom. Umit semble bosser avec la marine et être leur fournisseur principal de moyens navals, que ce soit au niveau des bateaux ou des livraisons générales. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Lafitte surveille les révolutionnaires et son constat est sans appel. Ils réussissent parfaitement à mettre à mal Marie-Joise. Depuis plusieurs chapitres déjà, les dragons célestes se voient être coupés de leur approvisionnement en nourriture, créant un début de famine chez ceux vivant dans le plus grand des luxes. Peu importe si la nourriture est gardée et sécurisée par la marine, les révolutionnaires parviennent systématiquement à détruire les bandolas qui acheminent les vivres de la terre jusqu'au ciel. C'est pour moi la preuve concrète que les révolutionnaires ont réussi à littéralement infiltrer les forces de la marine et même du gouvernement. S'ils réussissent leur coup systématiquement, ce n'est pas grâce à un coup de chance ou à un manque de vigilance, mais bien que le mal vient de l'intérieur et que la marine ou le gouvernement ne l'a pas encore réalisé. De son côté, Lafitte n'a pas l'air bien différent d'avant. On note encore une fois qu'il se trouve perché sur un bâtiment en hauteur, faisant encore référence à son étrange aptitude de pouvoir voler. Par un fruit du démon ou un pouvoir naturel, ça malheureusement nous n'en avons pas la connaissance. Barbe Noire lui l'appelle pour qu'il se prépare, mais alors qu'il se prépare à quoi exactement? Pour la première fois il se vante d'avoir capturé Pudding, il ne l'appelle pas par son vrai nom évidemment, mais la décrit comme une trois yeux, ce qui est bien la preuve que Barbe Noire l'a capturé pour ses facultés spécifiques liées au poneglyphe, exactement comme Big Mom. Du coup je me suis demandé si finalement Barbe Noire n'espionnait pas les révolutionnaires précisément en pensant qu'ils possèdent un poneglyphe et que leur plan, comme durant l'arc de Zou justement, ne serait pas d'attaquer Dragon et son groupe afin de voler une des stèles qui le posséderait. Est-ce à cause de l'homme à la cicatrice de feu? Ce dernier serait-il un révolutionnaire autre que Dragon? Évidemment, et Teach sans doute. C'est un scénario à ne définitivement pas exclure. Concernant le reste, eh bien le sujet de Garp arrive enfin sur le tapis. Aokiji explique qu'il a tenté de le tuer, mais ce dernier a survécu, Teach ne pouvant qu'acclamer l'ancien amiral pour l'effort exceptionnel d'avoir ne serait-ce que capturé un si gros morceau. Oui, bon, Aokiji, c'est bon, hein. Tu ne la fais pas. Évidemment que tu l'as pas tué, c'est pas parce que tu n'as pas pu, mais parce que tu n'as pas voulu, hein. Exactement comme avec Zoro il y a 20 piges, on commence un petit peu à te connaître maintenant. En tout cas, nous avons la confirmation ultime que Garp est bien vivant. Honnêtement, c'était pas une surprise, en tout cas pas pour moi. Je vous ai toujours dit qu'il le saurait et qu'il allait servir à Teach comme d'une précieuse monnaie d'échange. Je mets quand même une petite pièce sur le scénario que Teach l'exécute publiquement afin de donner un message de terreur à la marine et un message d'encouragement aux pirates qui voudront le rejoindre. L'histoire en
argentique avec Vegapunk, la piraterie avec Roger et Barbe Blanche, tous se sont sacrifiés et sont morts pour que leurs paroles atteignent chaque personne du monde entier. Seule la marine n'a jamais eu un tel impact. La marine, ou du moins la justice, la vraie justice. L'exécution de Garp des mains de Teach pourrait être le moyen de transmettre un message sur ce que doit être le vrai symbole de la justice dans ce monde, le vrai combat que chacun doit mener, soldat comme citoyen. Kobe est incontestablement celui qui devra reprendre le flambeau, c'est pourquoi la mort de Garp peut être perçue comme une totale possibilité dans un futur plus ou moins proche, mais la mort d'un tel héros ne pourra jamais avoir moins d'écho que celle de Roger Newgate. Ces hommes de l'ancienne génération ont marqué le monde, représentant pirates et marines pendant des dizaines d'années. Leur mort est quasiment inévitable, mais aussi nécessaire sur bien des aspects. Malheureusement, je doute que Garp puisse finir One Piece vivant. Sa mort aura un impact incommensurable sur la marine, qui, bien qu'ennemi de Luffy, sera nécessaire même lorsqu'il deviendra roi des pirates, afin de faire régner l'ordre et la véritable justice sur le monde. En plus de Kobe, Moria s'est lui aussi échappé, sans doute avec Perona, bien qu'il ne fût jamais réapparu depuis qu'il a posé le pied sur la ruche au chapitre 925. Leur destination pour le moment, je n'en vois qu'une seule, la Cross Guild. Moria est un Shichibukai, comme le furent Mihawk, Crocodile et Baggy. Perona doit sûrement avoir la vivre carte de Mihawk justement et pourrait donc aller le retrouver. Ils n'ont plus d'endroit où aller et voudront sûrement se venger de Barbe Noire. Le scénario me paraît idéal pour voir apparaître une nouvelle alliance au sein de la Cross Guild qui sera à terme une organisation regroupant tous les anciens Shichibukai du monde. Pour finir avec la partie de la ruche, quand je disais que l'équipage de Barbe Noire était presque au complet, ce n'était pas une blague puisque Devon et Van Augur arrivent enfin accompagnés de Caribou et des précieuses informations qu'ils possèdent sur les armes antiques. Plus besoin de vous refaire 60 fois le même topo là-dessus, Barbe Noire va simplement découvrir l'existence et l'emplacement de Pluton et Poséidon dans les prochaines heures. Juste ça. Burgess avait raison, les vents de la fortune sont avec eux. Maintenant que Teach veut s'emparer du monde, les armes antiques qui lui permettront une telle prouesse viennent directement à lui. Une monnaie d'échange aussi importante que Garp pour la marine, les Rod Poneglyphs de Trafalgar Law après l'avoir vaincu, Pudding qui va justement lui permettre de décrypter ces poneglyphes et maintenant l'emplacement caché depuis des siècles des armes antiques. Absolument tout va en faveur de Barbe Noire depuis de nombreux chapitres, tout le pousse à accomplir son rêve. Mais je me dis quand même une chose, oui, Caribou va lui révéler les emplacements et les secrets des armes antiques, mais surtout il va lui révéler avoir navigué avec les Mugiwara, il va leur révéler que Luffy possède les deux territoires qui cachent ces armes antiques. Est-ce que ça ne serait pas là l'un des prochains objectifs de Teach finalement, celui d'attaquer Luffy, celui de récupérer ses poneglyphes, et je ne parle pas que des Rod Poneglyphs, mais aussi des poneglyphes bleus qui peuvent donner de nombreuses informations importantes que Teach pourrait désormais convoiter et décrypter grâce à Pudding. Je sais pas, j'ai juste l'impression que plus ça va et plus Teach et Luffy se rapprochent l'un de l'autre, et la capture du grand-père de ce dernier n'a fait qu'appuyer ce ressenti. Plus encore, je trouve que Teach a prouvé à quel point il était complet dans son rôle de Yonko. Il est partout, il a les infos, il est ordonné, c'est tout ce que n'a pas Luffy finalement. C'est triste à dire, mais comme je le mentionnais dans la dernière review, j'en viens à espérer et à souhaiter qu'il puisse régner sur le monde, car Teach, malgré la chance qu'il peut avoir, met absolument tout en œuvre pour la provoquer, cette chance. Son objectif en tant que futur roi du monde est ou sera la conquête du trône vacant aujourd'hui détenu par Emu. Qu'ils connaissent ou non l'existence de cette entité ne changera rien au fait qu'ils devront s'affronter pour la place d'antagoniste finale, pour la place d'annonciateur de l'apocalypse. Depuis sa première introduction marquée par une dualité unique avec Luffy, je continue de penser et d'espérer que Teach sera l'ennemi, voire l'un des personnages les plus aboutis de One Piece à la fin du dernier chapitre du dernier tome de ce manga intemporel. En tout cas et pour l'instant, One Piece va vite, va très vite. Si ça peut être une bonne chose pour l'histoire, c'est aussi un signe que l'on arrive sur un très gros dénouement sur la route finale vers l'Aftel. Partie finale de ce chapitre, nous y sommes. Après avoir festoyé pendant toute la nuit, Géant et Mugiwara se réveillent avec une gueule de bois. Petit problème, le Sunny manque à l'appel. Alors problème numéro 2, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper sont eux aussi manquants. L'incompréhension frappe l'équipage des géants. Au même moment, Nami se réveille habillée en tenue de viking dans un château créé en Lego sans savoir comment elle est arrivée ici. Le chapitre se clôturant, une nouvelle question se pose alors, où a bien pu atterrir le Sunny ? Bon, vous vous souvenez, au tout début de la review, je vous disais que l'absinthe consommée par l'équipage et les géants pourrait avoir un lien avec la disparition du Sunny. Je persiste à croire que ce n'est pas un hasard qu'une boisson aussi forte pouvant provoquer des hallucinations ait été consommée juste avant que le bateau ne disparaisse. Pourtant, de l'autre côté, le bateau a vraiment disparu et ça, ce n'est pas une hallucination. Et les victimes sont bien le fils Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper, le reste va très bien et semble parfaitement lucide. C'est une véritable petite enquête qu'on va mener pour essayer d'y voir plus clair. Déjà,
j'ai attentivement scruté les actions des personnages dans ce chapitre. Allons droit au but, les seuls ayant vraisemblablement picolé comme des trous de cette absinthe s'élèvent au nombre de 4 et font partie des 6 disparus, c'est Nami, Zoro, Usopp et Sanji. Aucun des autres n'a été montré consommer de cette boisson, ce qui rend la disparition de Luffy et Chopper étonnante, sachant qu'ils n'aiment pas spécialement l'alcool. Le SBS du tome 106 ira même jusqu'à les mettre en bas du classement des Mugiwara tolérants à l'alcool. Je pense donc que nous avons une première piste. Une simple gorgée de cet alcool puissant aurait pu totalement les endormir, ou encore que les hallucinations auraient directement été trop fortes pour eux. Autre chose étonnante, ce n'est peut-être qu'un hasard, mais les 6 membres de l'équipage ayant disparu sont précisément les 6 premiers membres des Mugiwara dans l'ordre de leur introduction. Il n'est pas étonnant que les Mugi se divisent en plusieurs groupes, d'ailleurs c'est un peu chiant que ça recommence à peine l'arc d'Egghead terminé, mais bon, bref. Mais en général, jamais les plus puissants membres de l'équipage ne se séparent dans le même groupe. Je n'arrive pas à avoir l'explication de pourquoi Oda a pris ces Mugi précisément. Je me suis dit que ça pouvait être dû à un personnage qu'ils ont rencontré avant l'arc d'Alabasta, mais ça n'avait pas de sens. Je me suis également dit que c'était peut-être lié à l'homme chez Crocus, qui serait le même que celui apparu à la fin du chapitre 1124, mais j'ai du mal à y trouver une vraie logique, surtout que Chopper n'a jamais rencontré Crocus, ils auraient pas pu en parler. En tout cas, je ne pense vraiment pas que ce soit un hasard, c'est impossible. Pour parler brièvement de la fée verte, c'est effectivement l'un des noms donnés à l'absinthe, ce spiritueux ayant la réputation de pouvoir rendre fou ou de donner des hallucinations. Ils découvriront plus tard que c'est la Tuyon qui en sera responsable, une substance présente à haute teneur dans les absinthes de l'époque. Maintenant c'est bon, vous pouvez en consommer avec modération, mais normalement il n'y a plus de soucis là-dessus. Pour l'instant encore, je n'arrive pas à trouver un vrai lien avec le kidnapping des Mugiwara, surtout que cet alcool est plus réputé pour être français et suisse que des pays nordiques, inspiration principale de l'arc d'Elbaf. Finalement, la partie la plus intéressante de l'enquête pourrait se trouver dans le lien où se réveille Nami, une sorte de chaton en Lego, tandis qu'elle porte une tenue totalement adaptée à Elbaf. Alors où sont-ils et qui les a kidnappés? Eh bien je pense que vous l'aurez deviné, mais c'est inévitablement un géant qui les a kidnappés. La preuve en est avec la taille de ce qui semble être une maison de jouets, qui correspond pourtant totalement à la taille des humains normaux. La personne qui appelle Nami pourrait être Zoro ou Luffy, possiblement enfermé dans une des cages visibles sur le côté. Les Mugiwara auraient été pris au piège par un géant qui veut jouer avec eux, comme on joue avec des figurines et des poupées. C'est, je pense, la raison pour laquelle le Sony entier a disparu pendant la nuit où tous décuvaient de leur beuverie. Un géant encore inconnu à ce jour a pris le Sony comme un jouet, peut-être sans savoir que c'était un véritable bateau, et a habillé ses occupants comme des figurines vikings. De toute évidence, nous avons affaire à un personnage pas très vieux, ou alors avec un esprit relativement enfantin, ne cherchant pas à blesser ou à faire du mal. À en juger les poissons immenses autour du navire des géants, tous se sont retrouvés proches des eaux d'Elbaf lorsque le Sony a disparu. Maintenant, nous allons voir les possibles personnages qui pourraient être impliqués dans leur disparition. Le chapitre 1124 a été marqué à la fin par l'apparition d'un personnage mystérieux attendant vraisemblablement les Mugiwara. Même si on met de côté la théorie que ça puisse être Skopper-Gaban, je ne pense pas que ce soit le personnage ayant emprisonné les Mugiwara pour jouer avec. Il peut cependant être le kidnappeur, ce qui serait totalement différent. Il pourrait être le serviteur d'un personnage important, et donc on en vient à la deuxième possibilité, Loki. Loki pourrait totalement et parfaitement être le prince servi par cet homme mystérieux tout en étant celui jouant avec la maison en Lego. Malgré tout, j'ai quelques réticences sur le sujet, déjà car Loki n'est plus un enfant, il a 63 ans, ce qui équivaut à une vingtaine d'années en âge humain. En tout cas, il est plus proche de l'âge de Luffy que d'un enfant. J'avais pour théorie au chapitre 1106 que Loki était isolé des autres géants en se trouvant au palais royal d'Elbaf, et même qu'il pouvait être en réalité prisonnier, coupé du monde contre son gré, et que Luffy sera là pour le libérer. Donc tout est un peu possible avec cette idée en tête, mais si ce jouet appartient vraiment à Loki, il n'est pas certain qu'il s'amuse vraiment avec, mais plutôt qu'un serviteur le lui fournisse pour espérer qu'il se divertisse. Loki n'a pas l'air d'être si enfantin, si on le pense, c'est surtout parce que dans le flashback de Chiffon, il ressemblait à un gros smiley géant, sauf que le mec voulait quand même se marier et avait l'âge pour le faire, Donc je ne sais pas si ça sera le cas, mais je le vois plutôt demander de l'aide à Luffy pour s'enfuir, pour le libérer, un peu comme Vegapunk l'a fait durant l'arc d'Egghead finalement. La théorie que Loki soit celui ayant capturé le Sony est parfaitement valide, bien qu'un peu trop simple à mon goût. Je préfère imaginer que le scénario soit un petit peu plus complexe qu'on ne le pense, bien que toujours redondant avec le reste des arcs de One Piece. La dernière possibilité qui me plaît bien serait que le personnage à qui appartient ce jouet n'est nul autre que l'enfant viking aperçu au chapitre 1076
semblant fan de Shanks. On va sobrement l'appeler l'enfant, hein, et oui, il pourrait être celui possédant la maison de Lego. Déjà car il était assez important pour représenter le Luffy d'Elbaf aux yeux de Shanks, la même angoisse que notre héros quand à 7 ans, il voulait prendre la mer avec son idole pour devenir pirate. On va dire que s'il devait y avoir quelqu'un sur Elbaf ayant l'âge pour jouer au Lego, c'est ce gamin. De plus, il est fréquent que Luffy rencontre les gamins en début d'arc et que ces derniers servent à donner un contexte au pays dans lequel il se trouve avec les problématiques, etc. Peut-être que c'est simplement son père, un pêcheur, qui a trouvé le Sunny errant près d'Elbaf, qu'il a récupéré pour l'offrir à son gamin qui croyait encore une fois que c'était des jouets. De toute façon, ils devaient tous être inconscients à cause de la puissance de l'absinthe, donc n'importe qui aurait pu les kidnapper. Comme je le disais plus tôt, l'intérêt que Luffy rencontre cet enfant passe aussi par leur lien avec Shanks. Chacun l'admire, chacun voulait rejoindre son équipage, chacun s'est fait recaler. Mais peut-être qu'en quittant Elbaf, cet enfant pourrait voir en Luffy un nouveau modèle, une sorte de nouveau mentor, qui lui donnera l'envie de prendre la mer comme ce fut le cas pour Shanks autrefois. En tout cas, vous l'aurez constaté, les possibilités sont nombreuses et c'est la raison pour laquelle je n'ai aucun intérêt à n'en choisir qu'une seule parmi elles, que ce soit Loki, cet enfant ou même un autre personnage. Il ne fait que très peu de doute que les Mugiwara sont bel et bien arrivés sur Elbaf. En tout cas, ils n'en sont vraiment pas loin du tout. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne resteront pas trop éloignés les uns des autres, même si j'en ai l'habitude, plus le temps passe et moins je me satisfais de cette manie d'instantanément devoir les séparer pendant des dizaines de chapitres. Bon, écoutez, je vous ai demandé si vous aviez des questions pour le courrier de Goji sur Twitter et c'est le cas. Vous aviez des interrogations, vous me les avez posées, alors on va y répondre parce que ça a fait très longtemps. Kuzan dit vouloir tuer Garp, il n'en fait pas un peu trop? Non, moi, enfin je pense pas vraiment et je vois pas vraiment le mal dans ses paroles, surtout que si Kuzan est vraiment un infiltré au sein de l'équipage de Teach, car on n'arrivera jamais à me faire avaler la pilule qu'il est foncièrement mauvais, il doit jouer son rôle à fond. Mine de rien, il n'a pas ménagé Garp, c'est même assez incompréhensible que ce dernier soit vivant alors que Kuzan l'a littéralement transpercé avec une stalagmite. Je pense que dans l'état dans lequel était le héros de la marine à la fin du chapitre 1088, si Kuzan avait vraiment voulu le tuer, il aurait pu le faire, même si Garp est un vrai monstre, son plan ne devait être ni plus ni moins que de trouver une excuse pour le laisser en vie. D'ailleurs, l'intégralité de l'équipage de Teach aurait pu l'attaquer et l'achever à ce moment-là, comme ils l'ont fait pour Barbe Blanche sur Marineford. Ils ont simplement dû trouver plus judicieux de le préserver à la place de Kobe qu'ils venaient de perdre. Va-t-on assister au retour de Vivi? Vivi a connu Dory et Brogy en même temps que les Mugi qui ont disparu, Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Usopp et Chopper. Je vois pas ça comme une simple coïncidence, surtout qu'elle n'a jamais été aussi près d'eux depuis 2 ans. C'est une excellente réflexion qui complète ma question, à savoir pourquoi ces 6 Mugiwara particuliers et bien précis ont été enlevés. Le tout est surtout de savoir où va Morgane vu qu'elle reste avec lui, est-ce que le hasard va les mener à se recroiser? Vu la dévotion qu'a Vivi envers son peuple, je la verrais bien vouloir revenir sur Alabasta qui se retrouve quand même sans princesse ni roi, mais le risque est peut-être trop grand, oui. De l'autre côté, à quoi pourrait-elle bien servir dans l'arc actuel si ce n'est pour la symbolique de leur retrouvaille? Il ne faut pas oublier une chose, Sabo a été chargé d'une mission avant la mort de Cobra, l'a retrouver Vivi pour lui dire qu'ils sont dédits, ce qui veut dire que Sabo doit rencontrer Vivi et lui faire cette révélation. Alors finalement, est-ce qu'elle va vraiment rencontrer Luffy ou son frère Sabo qui a une mission la concernant? Je mettrai quand même une petite pièce pour qu'elle voie Sabo avant Luffy. Tout dépend où se trouve Morgane actuellement. Ça va être la question fondamentale de ces prochains chapitres. On nous montre Shanks qui one-shot Kid, puis qui donne facilement la fessée à Bartholoméo. Ça donne l'impression de montrer la grande puissance de Shanks pour que lorsqu'il se fasse latter par Barbe Noire, on soit tous choqués. Indéniablement, Shanks est monstrueux, il est démontré comme tel, c'est vraiment fou. Que ce soit face à un amiral, un supernova ou un rookie, Shanks, il est foudroyant, c'est le terme parfait. Après, c'est pareil, faut pas oublier que Teach derrière, il est extrêmement puissant de base, au point d'avoir été capable de blesser Shanks, et ce, sans fruit du démon, chose que Shanks ne lui a pas fait, jusqu'à preuve du contraire. Il s'en méfie d'ailleurs beaucoup. Puis maintenant, il a largement de quoi être invincible, notre cher Teach, fruit des ténèbres qui peut aspirer à annuler les attaques, le Gura no Mi pour être vraiment dans l'offensif et dans les lourds dégâts. Même si j'ai assez de mal à imaginer ce que pourrait donner un combat entre Shanks et Teach, ils ont vraiment tous les deux des moyens de se défendre et de tuer. Donc normalement, quoi qu'il arrive, que Teach ou Shanks se fasse latter, on sera choqué. Soyons honnêtes, si Oda ne foire pas ce combat, ce sera le plus mémorable de tout One Piece et on verra chacun d'eux dans des états qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Donc ayez confiance et n'en sous-estimez aucun des deux, ils sont tous les deux monstrueux. Tu
pense qu'il y a moyen que le prince Loki ait eu le coup de foudre pour Nami. Alors oui, c'est une possibilité, une excellente possibilité même, mais je vois pas pourquoi Loki, si c'est bien lui qui les a capturés à la fin du chapitre, les capturer pour un coup de foudre pour finalement la foutre dans une maison de jouets, dans une tenue de guerrière. Ou alors c'est un vrai taré, un grand psychopathe, et elle n'aurait vraiment pas de chance entre lui et Absalom, qui l'a kidnappé pour la marier aussi. En vrai, je pense que Loki est toujours amoureux de Lola. En tout cas, j'espère, parce que vivre un arc avec un mec amoureux de Nami, ce sera très très loin d'être original et passionnant. Est-ce que tu penses que Lafitte peut hypnotiser Pudding pour la forcer à utiliser son fruit du démon ou son pouvoir de lecture de poneglyphe? C'est vrai que ça fait partie de l'un de ses pouvoirs recensés. Lafitte avait hypnotisé un garde Dimple Down pour leur permettre de s'échapper de la prison du gouvernement. Si cette technique risque de revoir le jour, est-ce que Oda l'utilisera de cette manière? Je veux dire, est-ce qu'il faut d'abord que Pudding éveille ce pouvoir, ce qui n'est pas encore fait, et après il faut que l'hypnose de Lafitte fonctionne sur des personnages au tel tempérament que Pudding, chose qui encore une fois ne se limite généralement qu'au random faible d'esprit. J'aime beaucoup la logique derrière ta pensée, j'avoue que ça réglerait grandement le problème du consentement de Pudding à aider un équipage aussi machiavélique que Barbe Noire, mais d'un autre côté il suffirait à Teach de faire du chantage et Pudding plierait sous sa volonté. Devon qui prend l'apparence de quelqu'un proche de Pudding se faisant capturer, c'est pas forcément compliqué à mettre en place, et ça pourrait avoir un effet terriblement efficace sur la 3E qui accepterait d'aider Teach à décrypter les poneglyphes en cédant au chantage. Comme d'habitude, il faut voir jusqu'où iront les pouvoirs de Lafitte et quelles sont leurs natures, mais il a clairement une zone d'ombre immense autour de lui. Et bon, et bien on arrive doucement sur la fin de cette review. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès ce soir sur Twitch pour un live sur ce chapitre. En attendant, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner pour me soutenir si vous avez aimé cette review. Merci encore une fois à tous. Je vous dis à la semaine prochaine les bros, prenez bien soin de vous et de vos proches bien sûr. Portez-vous bien. Peace.